Hey, bonjour tout le monde. À l'issue des CQ Meetings 57 et 58, je vais vous proposer une série d'analyses ou une série de retours sur l'information qui est disponible à l'ensemble de la population au travers de ces fameux CQ Meetings-là. Hein. Qu'est-ce que sont que les CQ Meetings? Eh bien, essentiellement, ce sont les sessions qui entend le comité permanent sur la sécurité nationale, sécurité publique et sécurité nationale, en regard à C21. C'est un comité qui a été mis en place, comme bien des comités sur plusieurs projets de loi, doivent discuter ou du moins vont argumenter sur différents points de projets de loi X, Y, Z. Dans ce cas-ci, le CQ Meeting se penche sur la loi C21 et dans la présente reçoit des comités experts suite à la demande d'un retour au comité expert après les débats par rapport aux amendements G4 et G46, qui par la suite, évidemment, vous le savez, dernièrement, ont été abandonnés sur présentation de M. Noor Mohamed dans ce même CQ meeting-là. Alors, présentement, le CQ meeting reçoit donc des comités experts, donc des experts qui viennent porter leur point de vue. Alors, on a revu les gens de Police Souillon, on a revu les gens de la mosquée, on a revu certains médecins légistes, on a revu Jim Shoki aller là-bas, on a revu Wolverine Supply, Kate et moi aussi avons été présents vendredi passé, donc vendredi de la semaine dernière, dépendamment quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là, donc tout récemment dans le CQ Meeting numéro 58. Essentiellement, je tiens à donner des outils d'information à la population, question qu'on comprenne bien pourquoi il y a une agitation, puis pourquoi il y a un certain mécontentement des deux côtés qui est très compréhensible, qui est perceptible et très compréhensible. Et je veux qu'on se donne les bonnes informations, question de pouvoir aller de l'avant. Si les élus ont leur tribune au travers du CQ Meeting pour questionner la recevabilité des différents témoins experts qui se présentent sur les lieux et m'en soit témoin l'ensemble des CQ Meetings là, de comités experts qui sont disponibles sur le web, dont le 57 et le 58 qui sont très récents. Vous pourrez le trouver sur nos pages Facebook. Donc, si cette tribune-là est une belle tribune pour les élus à questionner la recevabilité des témoignages des témoins experts, et on l'a vécu dans le CQ Meeting 58, eh bien, nous aussi, la population, avons notre tribune pour questionner la recevabilité au travers de la connaissance que détiennent des personnes qui sont en train de mettre en place des lois et règlements qui ont pour but de protéger la population face à un item aussi technique qu'une arme à feu en n'ayant pas les connaissances à propos. Et on reçoit des témoins experts. Et je vais commencer mon analyse d'aujourd'hui justement avec cette partie-là. Aujourd'hui, on va analyser ensemble ou on va regarder ou revisionner ensemble la partie où est-ce que je discute avec Mme Michaud. Et la discussion que vous allez voir est à la suite d'une réponse que j'ai faite à M. Chang, le libéral, à qui, en passant, je respecte énormément dans son passé sur le plan policier. Donc, merci pour votre service dans un premier temps, M. Chang. Et je tiens aussi à m'excuser si jamais ma réponse a pu s'éloigner un peu du respect qu'on doit à un homme qui a servi et qui a protégé des citoyens. Alors, je tiens à m'en excuser, M. Chang. J'ai peut-être pris l'opportunité que me donnait M. le Président pour m'exprimer sur quelque chose qui m'offensait un peu. Et cette citation-là que j'ai faite, vous l'avez tous entendue, je vous la répète rapidement. Je me suis exprimé sur le fait qu'il m'inquiétait de voir qu'un comité avait recours à des témoins experts qui avaient en leur possession des connaissances qui pouvaient être mis à profit dans l'élaboration ou du moins dans la suite du dossier. Au moment où est-ce qu'on en est à étudier pourquoi les G4 et G46 ont été abandonnés et en quoi elles étaient problématiques avant de passer à une prochaine phase, eh bien, on suggère, et c'est même Mme Michaud qui avait déposé, celle qu'on va entendre aujourd'hui, qui a déposé cette proposition-là, qui est une proposition très mature, de recevoir des témoins experts. Question d'aller tirer un maximum de renseignements pour ne pas répéter la même erreur qu'avec G4 et G46, qui étaient déjà des amendements qui étaient presque aussi gros que le projet de loi, et qui étaient problématiques dans leur manque de clarté ou leur manque en termes d'applicabilité. C'est-tu un terme qui existe? La façon qu'on aurait pu les appliquer de manière efficace et réelle sur le terrain. Alors, moi, je me suis exprimé à dire, ben, vous recevez des témoins experts pour vous apporter des données et vous venez de passer la moitié de votre meeting à en questionner la recevabilité, hein, donc à tenter de les discréditer. Alors, je me pose la question à savoir si on fait une différence ici entre la valeur d'une vie et la valeur d'un vote. Ou du moins, vous m'apportez un exposé dans la valeur que vous accordez à la vie et je me dis, ben, vous avez justement l'opportunité présentement de recevoir beaucoup d'informations qui peuvent vous permettre d'aller beaucoup plus loin et en mon sens,
Il devrait y avoir même des discussions libres, dénudées de toute affiliation entre les différents membres de ces partis et témoins experts-là. Question de bien comprendre le dossier pour aller de l'avant. Alors, au moment où est-ce que moi j'exprimais mon mécontentement là-dessus, eh bien, on y va avec un premier segment qui est Monsieur le Président donne du temps à Mme Michaud pour que Mme Michaud me pose des questions, ou du moins, c'est à son tour de me poser des questions. On regarde ça ensemble, on revient. Madame Michaud, vous avez 2 minutes. En tout respect, M. Bourget, le processus qu'on fait ici, c'est d'avoir 4 rencontres supplémentaires pour permettre aux témoins, aux gens, aux groupes qui seraient touchés par les amendements G4 et G46 de venir se faire entendre ici. Alors, on veut les questionner pour savoir quelles sont leurs craintes, les craintes qui ont été diffusées largement sur les réseaux sociaux, partout dans la société, et on veut savoir qu'est-ce que vous avez peur là-dedans? Qu'est-ce qu'on devrait changer? Qu'est-ce qu'on devrait faire mieux la prochaine fois? Et quand je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que vous avez ciblé des armes qui sont raisonnablement utilisées pour la chasse dans la liste des armes à feu? Vous n'avez pas été capable de m'en nommer une seule. Oh, je vous ai répondu très clairement avec les Parker Brothers. Je vous ai répondu très clairement avec la barre. Eh bien, justement, on n'aura peut-être pas besoin de faire l'effort de les revisionner. On a quand même tout ça en main ici. C'est notre domaine, la télé, la vidéo. On va... Oui, si je rewind juste ici, on regarde ça, voir ma réponse si j'étais pas capable de répondre à la question. On y va dans l'immédiat. Il ne me reste pas beaucoup de temps, M. Bourget. Vous dites que vous faites de la révision technique, donc vous semblez être un expert de la chose. Vous avez dû analyser quand même ce qui était proposé par le gouvernement dans les amendements. Est-ce que vous avez ciblé des armes qui sont raisonnablement utilisées pour la chasse? Et si oui, combien? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Je n'ai pas de nombre et le nombre est très tributaire de ce qui est disponible sur le marché. Il demanderait une étude beaucoup plus large. Mais si on peut cibler des choses qui sont très particulières, comme je donnais la Browning Bar comme exemple tout à l'heure, qui est une arme semi-automatique très utilisée au Canada. Je donnais aussi les Remington 742 et 740 Woodmaster, qui sont des armes semi-automatiques très utilisées au Canada, qui, dans la réponse de M. Mendicino, se retrouveraient capturées parce qu'elles sont disponibles au moment de leur mise en marché dans d'autres pays avec des chargeurs de plus grande capacité. Oui, on peut en identifier plusieurs. Je n'ai pas de chiffres, mais on peut en identifier beaucoup comme ça. Et à votre connaissance, est-ce qu'au Canada, il y a des chasseurs qui chassent avec des armes à feu qui ont un calibre de 20 mm ou plus, avec une énergie initiale de 10 000 joules ou plus? Définitivement. Ah oui, on tue quoi avec ça? Prenez l'ensemble des armes de Parker Brothers, qui sont des fusils de chasse à mécanisme à bascule, donc à 2 coups, des fusils avec des cartouches de Quel calibre animal 12. on tue avec ça? La perdrix, madame. La perdrix avec 10 000 joules ou plus? Non. Là, on parle de 20 mm. On parle de 20 mm. Mais je réponds à votre question. Votre première partie de question, c'est au niveau de l'arme du canon. On suit bien. La deuxième partie de la question, au niveau des joules, définitivement, parce que si on prend tous les calibres Cheetah, on prend tous les calibres Wildcat qui vont être utilisés également en Afrique, comme dans l'Ouest canadien ici, sur les grands animaux et ce qu'on appelle les dangerous games, définitivement, la problématique, et là où est-ce que le manque de connaissances a amené de la confusion dans le dossier, c'est qu'il y a toute une définition dans le armor piercing qui diffère énormément de le nombre de joules qui est nécessaire et du type de munition qui est nécessaire, qui, elle, n'est pas disponible sur le marché. Mais ces armes-là, dans la chasse aux grands animaux, est plus que nécessaire si on respecte un tant soit peu la vie qu'on s'apprête à prendre pour faire une récolte de gibier pour notre famille, absolument. Merci, monsieur. Merci, madame. Bon, il y a 2 choses qu'on observe ici. Vous aurez bien compris on est revenu en arrière. Donc, Mme Michaud qui me disait que je n'étais même pas à même questionner ma crédibilité comme témoin expert, puisque je n'étais même pas à même de répondre à sa question, donc de citer un seul et unique fusil ou carabine, une arme à feu qui avait rapport à la chasse. Donc, on a reculé dans le même meeting quelques minutes à l'avant, quelques dizaines de minutes à l'avant, et c'était le segment. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'attire votre attention sur quelque chose de très particulier et qui, pour moi, n'est pas un manque de... comment je pourrais vous dire? N'est pas une mauvaise volonté de la part de Mme Michaud dans sa lecture qu'elle fait de la documentation qu'elle a devant elle, et c'est parfaitement compréhensible. Là, je ne veux pas défendre personne, mais je ne veux pas non plus envoyer personne au pâturage. Mme Michaud fait référence à 20 mm et à 10 000 joules, qui sont 2 notions complètement séparées. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, ou du moins de ce qui me motive à vous dire qu'il y a un grand besoin d'apport en connaissances. Alors, le 20 mm ou plus, ça, c'est une mesure qui détermine l'arme du canon dans la réglementation. À l'entour de 20 km, de 20 mm, excusez-moi, c'est les fusils à cartouche de calibre 12. Et 10 000 joules, on cible vraiment
les carabines, par exemple, pour la chasse, la chasse au grand gibier, les chasses un peu plus dangereuses, les chasses en Afrique, ou encore les chasses à longue distance. Donc, des armes qui ont besoin d'une puissance nominale plus grande, donc qui vont conserver une meilleure balistique, une meilleure trajectoire balistique et une meilleure balistique terminale au niveau de la récolte de cet animal-là, que ce soit en Afrique, que ce soit dans l'Ouest, que ce soit dans le Nord, peu importe. Mais je crois sincèrement qu'il n'y a pas un manque de volonté de la part de Mme Michaud dans la détermination entre le calibre 20, le calibre de 20 mm qu'elle nomme et les 10 000 joules. C'est une mauvaise compréhension, tout simplement. Et c'est pour ça que je ramène à dire non, je réponds précisément à votre question. Votre question se sépare en deux. Ça ne touche pas la même chose. Et c'est là où est-ce que ça devient difficile de catégoriser des armes à feu et de les classifier correctement. Puis ultérieurement, ça deviendra excessivement difficile d'appliquer une réglementation pour protéger les gens. Donc ça, c'est très, très, très important à comprendre. Et là, on va revenir sur, je vous envoie une autre vidéo, on en revient un peu sur mon expertise, ou du moins ma compréhension de ce que c'est qu'une arme nécessaire avec les 10 000 joules. On revient sur ce sujet-là. De Browning avec chasse à l'ours et à l'ours polaire dans le nord du Canada. Lorsque vous en appelez aux 10 000 joules et plus. À ma connaissance, là, ils utilisent un Lee Enfield avec une puissance de 3 000 joules. On est loin du 10 000 joules. Là. Alors moi, je veux bien vous inviter ici puis prendre de votre expertise. OK. Une Lee Enfield, est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que là, Mme Michaud en appelle en fait à ce en quoi j'en réfère dans le besoin d'une arme de 10 000 joules et plus. Je veux juste revenir aussi sur un terme qui peut poser question de votre côté de l'écran. Lorsque je parle tout à l'heure de armor piercing, c'est qu'il y a beaucoup d'argumentaire qui a été donné sur le fait que 10 000 joules et plus sont des armes qui sont capables de percer des armures. Et on détermine la capacité d'une arme à percer une armure. Oui, ça prend une puissance nominale initiale minimale, mais c'est aussi un rapport de capacité au niveau de la munition. On ne peut pas penser avec une munition de chasse pouvoir atteindre un tel but, puisque la densité sectorielle des métaux qu'on utilise pour une munition de chasse est développée de façon à pouvoir se déployer rapidement pour créer un choc hydrostatique nécessaire à mettre fin à la course de l'animal le plus rapidement possible pour en récolter la venaison. Alors que lorsqu'on veut percer des armures, un tank ou un quoi que ce soit, à ce moment-là, la densité sectorielle du métal beaucoup plus élevée est calculée pour pouvoir percer cette armure-là. Donc, c'est à ça que j'en réfère tout à l'heure lorsque je parle à armor piercing. Mais là, ici, Mme Michaud revient avec un argumentaire pour me dire que dans le Nord, les gens chassent l'ours polaire avec une arme qui est moindre de 10 000 joules. Dans un premier temps, il y a toute la notion de chasse à l'affût versus protection de la personne. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra discuter. Mais elle choisit sciemment ces termes pour me présenter une arme qui, selon elle, du moins, elle prend une arme comme exemple. Et cette arme-là, on va juste en faire le tour rapidement. Là. On va sur Wikipédia. La Lee Enfield, donc Lee Enfield, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà été cadet, parce qu'il y a une version modifiée en calibre 22 qui existe de cette carabine-là et qui a été utilisée par les corps de cadets pour faire la formation. Mais si on regarde, là, ici, la Lee Enfield, c'est la principale arme d'infanterie des forces armées britanniques. Hein. C'est doté c'est une 303, dotée d'un chargeur de 10 cartouches. C'est deux notions qu'on va retenir, là, donc l'historique ou la provenance militaire, pour bien comprendre un autre point. Là. Mme Michaud, pour me donner un exemple d'arme qui est recevable dans la chasse à l'ours polaire dans le Nord, l'arme qu'elle a choisi de me présenter, c'est la Lee Enfield. Alors que son parti, souvent par sa voix à elle, est en train de mettre en place sa volonté et met très clairement en place sa volonté de retirer les armes d'assaut de type militaire de nos maisons et de nos rues. On va juste, on va y aller de manière verbale, parce que ça, ici, c'est un tweet que j'ai été chercher. Là, on voit bien que c'est un tweet de Mme Michaud qui cible ça. Mais dans le CQ Meeting 57, alors qu'on recevait d'autres témoins, c'était Heidi Radjun qui était là à ce moment-là, et Nathalie Provost, et les gens de la Mosquée de Québec. On écoute rapidement ce qui en sortait. Et vous êtes en faveur d'une interdiction des armes d'assaut. Le Bloc québécois est en faveur d'une interdiction des armes d'assaut. On le dit à maintes reprises. Alors, vous voyez encore là, et là, faites attention, là, je ne veux pas battre le fer ici, puis je ne veux pas qu'on se serve de ça pour battre le fer. Je veux qu'on se serve de ça comme outil de compréhension.
qu'il existe un manque de connaissances majeur qui demande à reconsidérer la recevabilité d'une réglementation qui est en train d'être mise en place par des gens qui, et je suis persuadé de la volonté sincère et profonde de l'ensemble des membres du comité à mettre une réglementation qui va rendre plus sécuritaires les rues du Canada face à la criminalité avec les armes à feu. Mais c'est à se demander comment on peut le faire avec cette lacune au niveau de connaissances-là. Donc, Mme Michaud est membre d'un parti qui est le Bloc québécois, dont elle porte la voix et elle dit haut et fort que le parti veut réglementer, donc retirer les armes d'assaut de type militaire de nos maisons et de nos rues. Alors, ça devient très, très, très problématique que les armes qu'on prend comme exemple là, dans tout le catalogue, là, Mme Damoff nommait une liste sur laquelle il y aurait 9000 quelques armes. Là. Donc, parmi 9000 quelques armes, celle qui vient en exemple par la bouche de cette même élue-là, eh bien, c'est une Lee Enfield, qui est une arme militaire, alors que son parti milite contre les armes militaires. Et elle la cite comme étant raisonnable pour la chasse à l'ours. Soit dit en passant, il y a toute une notion là-dessus où est-ce que je ne suis pas parfaitement en compte parce que je ne suis pas parfaitement en compte l'existence et l'exemption à laquelle on fait appel à plusieurs reprises, puisque la raison pour laquelle les gens dans le Nord ont des Lee Enfield en main pour chasser à l'ours polaire, etc., ils chassent à l'affût, ce sont des armes auxquelles ils ont accès à très peu cher. Et ça, je pense que ça doit être protégé. Donc, je ne suis pas d'avis qu'on doit retirer ces armes-là. C'est la raison pour laquelle ils sont là, mais c'est quand même paradoxal que ce soit cette arme-là qui se ramasse dans l'exemple que Mme Michaud a me donné en ciblant mes connaissances. Parlant d'expertise, on va aller voir un dernier bloc. Alors moi, je veux bien vous inviter ici puis prendre de votre expertise, mais vous êtes un peu dans la même technique. Là. Non, je pense que vous allez avoir à réécouter cette vidéo-là. Une définition de qu'est-ce qu'un porte-parole. Je veux dire, vous avez quand même les positions d'une association qui est contre le contrôle des armes à feu. Donc, ça devient difficile, d'après ça, de retirer quelque chose de substantiel et de faire mieux la prochaine fois. Ce qu'on comprend, dans le fond, c'est que si on vous écoutait, il faudrait prendre C-21 et les amendements pour l'interdiction des armes d'assaut et mettre ça à la poubelle. C'est ce qu'on comprend. Donc, il y a rien de bon à faire avec ça. Dans un premier temps, je pense que vous devriez réécouter la vidéo qui va être disponible en ligne de ce meeting-là pour voir que lorsque vous m'avez posé la question, je vous ai clairement répondu avec des modèles d'armes à feu. Lorsqu'on a parlé d'armes de 10 000 joules et plus, je répondais à votre question d'armes de 10 000 joules et plus très clairement. Des modèles d'armes à feu qui sont capturés dans cette liste-là, on en a encore énormément. Et définitivement, lorsqu'on parle de constitution de cette définition-là et de cette liste-là, je pointe un besoin pressant et criant de la présence de beaucoup d'experts parce qu'il y a énormément de lacs de connaissances dans la mise en application et la proposition de moyens pour protéger les Canadiens. Et ma principale part n'est pas envers les armes à feu, mais dans la faisabilité et la pérennité des moyens qu'on est en train de mettre en place pour véritablement protéger les Canadiens dans les rues. On observe des armes qui proviennent du milieu criminalisé. Monsieur le Président. Merci. Donc, on a préféré mettre fin en disant tout simplement, je pense que mon temps est écoulé, Monsieur le Président. On voit rarement ça quand même. Et moi, je ne sais pas pour vous, moi, ça vient énormément me chercher. Et là, je veux faire attention. Encore une fois, je veux m'assurer que tout le monde comprenne que, en mon sens, l'ensemble des membres du comité, y compris Mme Michaud, puis là, aujourd'hui, on parle de Mme Michaud, mais on va faire d'autres reviews comme celui-là. Donc, on va voir l'ensemble du CQ Meeting étalé sur les prochains jours ou semaines. Aujourd'hui, c'est cette partie-là. Mais dans ce cadre-ci, Mme Michaud me questionne beaucoup sur ma crédibilité comme témoin, entre autres en parlant de ma position comme porte-parole. Je fais des lives avec les gens de la NFA que je reçois et que j'interviewe, donc ils sont les représentants et m'amènent le contenu. M'interroge beaucoup aussi sur ma connaissance du milieu face à des sondages et utilise le fait que je n'aurais pas répondu que je ne serais pas capable de répondre à sa question sur les armes de chasse dans une liste, alors qu'on a très bien vu que dans la même dans le même CQ meeting, je répondais très clairement à cette question-là. Maintenant, bon, le point de vue de la connaissance au niveau des armes, pour moi, je pense que c'est un point qui demande à être révisé. Et là, je veux être clair, je reviens sur ma citation du départ et je vais refaire une offre de façon publique. Il m'apparaît clair qu'il y a au-delà de 50, plusieurs ont dit 80%, du temps investi
dans ces CQ meetings-là, où est-ce qu'on reçoit des témoins, qu'on pourrait retirer beaucoup d'informations qui est investie à les discréditer. Ça, dans ma tête, c'est lamentable, littéralement. Surtout au moment où est-ce que, si ces gens-là seraient des experts et détiendraient beaucoup d'informations, ce serait beaucoup plus légitime, malgré qu'on pourrait encore là questionner le déroulement de ces CQ meetings-là, où est-ce qu'on veut entendre des témoins experts. Mais là où est-ce que le bas blesse énormément, et j'en reviens à dire que je suis persuadé que l'ensemble des membres de ce comité-là ont foncièrement à cœur la sécurité des Canadiens, c'est le besoin en termes de connaissances. On dénote un manque en termes de connaissances qui est majeur. Au Québec, au Canada, on doit détenir une licence pour installer une prise de courant dans une maison ou pour toucher une boîte électrique ou pour effectuer des tâches de la vie relativement courante, mais qui demandent des qualifications. Ici, on est en train de légiférer et de mettre en place une législation qui tend à protéger les Canadiens tout en respectant les droits des propriétaires légitimes d'armes à feu. Et on a visiblement une lacune ou une carence majeure en connaissance. Donc, la recevabilité même de ce qui est mis en place au sein de ce comité-là, puisque au moment où est-ce que pour venir combler ces connaissances-là, on reçoit des experts et on investit notre temps à les discréditer au lieu de recevoir leur information, eh bien, tout ça est grandement à questionner. Maintenant, voici. Moi, je l'ai écrit à quelques reprises sur Facebook. Je vais le réitérer là. Je me porte, moi, volontaire. Et volontaire, honnêtement, là, ça vient du père de famille. De façon totalement dénuée de toute affiliation, de tout titre ou quoi que ce soit, je pense foncièrement qu'il serait d'un très grand avantage pour peu importe quel élu de ce comité-là. Aujourd'hui, c'était Mme Michaud de qui on parlait. On parlera de d'autres élus dans d'autres parties de cette vidéo-là. De profiter de temps au 1 à 1. Et je m'offre volontairement. Question de faire un peu le tour au niveau des connaissances par rapport aux armes à feu, leur dénomination, leur description, leur utilisation, leur historique, le pourquoi quelles armes sont utilisées dans quelle chasse. Faire un peu, constituer ensemble un coffre à outils non partisan, un coffre à outils, là, données, data, mais au niveau de comment c'est fait, comment c'est fabriqué, c'est quoi, pourquoi, c'est quoi ces joules-là? C'est quoi la différence entre 20 mm, là, on ne parle pas du calibre ici, là, on parle de l'arme du canon. Donc, pour donner à ces gens-là au moins une base de connaissances propre à connaître l'essence même des termes qu'on utilise, parce qu'ils ont la responsabilité présentement de déterminer quelles seront les mesures qui seront mises en place pour protéger les Canadiens. Et ils n'ont aucune idée de la majorité des termes, pourtant très génériques, qui sont utilisés dans le verbatim de la réglementation. Alors, on a l'impression que ce sont des moyens qui sont mis à bout de bras et l'empreinte publique que ça laisse derrière, c'est que ce n'est pas à une vie qu'on accorde de l'importance, mais à un vote. Et ça fait mal à voir aller, mais il y aurait des moyens très efficaces de vous donner des connaissances à ce niveau-là. Et moi, le premier, je me porte volontaire à quiconque dans ces élus-là me contacteront. Et là, je vais vous mettre, bougez pas, on va mettre dans le bas de l'écran immédiatement un outil super simple, un courriel pour me rejoindre. Quiconque des élus de cette assemblée-là, du CQ Meeting, a besoin de temps one-on-one, totalement gratuit, dénudé de toute affiliation, dénudé de tout débat, en échange pur et simple d'informations, donc d'informations de ma part, sans aucun engagement ou quoi que ce soit, pour remplir votre coffre à outils. Question que vous soyez à même de comprendre qu'est-ce qui se passe. On garde ça confidentiel, on garde ça dans l'anonymat. Il en va de la sécurité des citoyens canadiens, tout en respectant le droit des propriétaires légitimes d'armes à feu. Mais s'il vous plaît, vous devez être outillé dans la mesure que représente la valeur d'une vie pour vous. Au moins. Au moins. Ce qu'on vient de voir en est un parfait exemple. Je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté, malgré qu'il y a quand même eu un certain acharnement à certains points. Je pense que ça découle beaucoup plus d'un manque de connaissances, point qui peut être réglé très facilement.
C'était le segment avec Mme Michaud, donc avec Christina Michaud. On vous présentera d'autres segments pendant les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, dépendamment du temps qu'on a. Évidemment, on fait ça comme on le peut aussi au travers du reste de nos tâches, en espérant que ça ait pu servir à certains d'entre vous, élus ou non. Question de vous donner des informations qui sont essentielles à bien comprendre ce dossier-là. On se dit à la prochaine.